Je pense que dans mon top 22 des méchants Disney méconnus, j'ai été un peu dur avec Monsieur Scroop de la Planète au Trésor. Et on sent qu'il n'en a pas fini avec les embrouilles à la fin du film. Il possède dans son équipage de vraies graines de méchants comme Monsieur Scoop, meurtrier à la mort ridicule. Non, ça m'aurait vraiment naze. Même si, au lieu de chuter, comme la plupart des autres méchants Disney, il s'élève, condamné à mourir seul dans le grand vide. La tristitude, c'est d'être un méchant de film mais oublié. C'est d'être un Thomas Pasquet mais en raté. 6, 5, 4, 3, 2... J'ai identifié trop rapidement Long John Silver comme le méchant du film, alors qu'il est plus un mélange entre un élément perturbateur et un mentor qu'un véritable antagoniste pour le film. Pourquoi cette erreur? Parce que je me suis laissé berner par mes souvenirs du livre, où Silver, hormis sa rédemption finale parce qu'il protège Jim des attaques des autres pirates, reste globalement un fiefé filou jusqu'à la fin. Comparons avec Dr. Octopus dans Spider-Man 2, ce n'est pas parce qu'il a une rédemption sur la fin qu'il n'en demeure pas moins l'antagoniste du film. J'ai hésité à faire de cette vidéo un « Hey, t'avais capté ?», mais je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses à dire sur Monsieur Scroop. Tout d'abord, au cas où, il vous faut savoir que La Planète au Trésor est une adaptation de L'Île au Trésor, aussi spéciale que spatiale. Résumé très rapide de l'histoire du livre. Jim Hawkins est avec ses parents dans une auberge. Billy Bones, un pirate, arrive. Il fait une sorte de crise cardiaque après avoir reçu des menaces de mort d'autres pirates, alors que le père de Jim meurt de la tuberculose au même moment. Après avoir fouillé le coffre de Bones, Jim et sa mère trouvent une carte, qu'ils partent montrer au docteur Livesey, qui avait tenté de guérir le papa. Le médecin se trouve à ce moment avec le chevalier Trelawney, qui décide de financer le trajet, et engage un capitaine strict mais honnête, Smollett. S'ensuit alors un voyage où l'on fait la connaissance de quelques matelots, en particulier de Long John Silver, le cuisinier, qui est de loin la personnalité la plus appréciée de l'équipage. Un jour, Jim, caché dans un tonneau rempli de pommes parce que pourquoi pas, surprend une conversation et apprend qu'une mutinerie se prépare, menée par Long John Silver lui-même. S'ensuit tout un tas d'aventures sur l'île, avec des batailles entre les mutins et les fidèles, entre les mutins et les mutins. Jim rencontre d'abord Ben Gunn, qui était de l'ancien équipage de Flint, le pirate à qui appartenait le trésor. Peu après, il va sur le bateau pour le mettre à l'abri des pirates, se fait former au passage par un des mutins ivres qu'il affronte par la suite avant de le tuer, et après d'autres aventures, finit par trouver le trésor à l'aide de Ben et d'un Long John Silver qui a retourné sa veste pour le protéger. Et tout est bien qui finit bien pour tout le monde, sauf pour les mutins. Si, dans La Planète au Trésor, quelques personnages gardent leur nom et une partie de leur caractère, la plupart changent de nom et de rôle, parfois radicalement, tout en conservant quelques spécificités de leur inspiration. Par exemple, le docteur en astronomie Delbert Doppler est un mélange entre les personnages de David Livesey, le médecin de bord, et John Trelawney, le financeur de l'expédition et meilleur tireur de l'équipage. Regardez, on dirait qu'il tire au hasard, mais en fait, non, il vise. Propos appuyés par son discours juste après. Avez-vous réellement visé? Cette fois, je crois bien que oui. Dans le livre, on trouve également le personnage d'Israel Hans, timonier ou quartier-maître de l'équipage selon les traductions, même si dans la version originale du livre, on le voit bien plus agir comme pilote que comme responsable de l'intendance. Le rôle du timonier dans La Planète au Trésor est occupé par Monsieur Tourbillon. Le rôle du quartier-maître, j'ai l'impression, par Monsieur Arrow. S'il n'a pas un grand rôle dans le livre, il reste quand même un personnage extrêmement marquant, parce que non seulement il encourage la mutinerie à être sanglante, mais en plus, le mentor que Jim affronte, c'est lui. D'autant plus qu'Israel Hans était également le nom d'un vrai pirate, second de Barbe Noire. A contrario, si Hans n'est qu'un élément perturbateur qui n'a qu'un rôle de premier plan que dans un chapitre du livre, Scroop, qui récupère une partie de ses traits, devient le véritable antagoniste du film. Quelles sont les différences entre Scroop et Hans? Et pourquoi ce changement de nom alors que certains des autres personnages ont gardé les leurs? Et qu'un des personnages non nommés dans le film a même hérité officiellement du nom de Hans? Parce que, comme je le disais, si Scroop n'intervient véritablement dans le livre qu'à 2 reprises, il a un rôle bien plus important dans le film, pas au sein de l'équipage, parce qu'il a l'air de n'avoir pas plus de responsabilités que les autres membres d'équipage, mais en tant qu'adversaire de Jim. Il s'apprête à le tuer dès le début du voyage, il se débarrasse de Monsieur Arrow en accusant Jim, il manipule Silver pour le forcer à redevenir sanguinaire, et il essaye de tuer Jim lorsque ce dernier revient au navire pour récupérer la carte au trésor. Penchons-nous un moment sur les similitudes entre Hans et Scroop concernant les diverses adaptations. Pour la première scène de Hans, celle où Jim est caché dans le tonneau, les différentes adaptations lui donnent un rôle différent. Si, dans le livre, il est menaçant et cruel et propose à Silver de boire du rhum plutôt que de manger une pomme, dans les adaptations, il va être soit assez fidèle à son rôle dans le livre, soit être celui qui va aller chercher la pomme, soit laisser Silver aller la chercher lui-même, soit disparaître totalement pour n'apparaître subrepticement que le temps d'un plan de dos.
Je pense d'ailleurs que certaines personnes de chez Disney avaient apprécié la version australienne de 1987, parce que les deux mises en scène sont assez similaires. Dans la deuxième scène, la plus marquante, Jim va sur le bateau et tombe sur un Hans ivre-mort, venant de tuer son collègue pour une quelconque broutille. Jim l'oblige à lui apprendre comment éloigner le bateau pour que les pirates ne le retrouvent pas, et Hans s'exécute tout en buvant et en regagnant des forces. Prétextant une mauvaise excuse, il trahit Jim et le poursuit pour le tuer. Une course-poursuite palpitante qui se finit au sommet du grand mât. Alors que Hans lance un couteau sur Jim, ce dernier, sous le choc, tire et tue Hans d'une balle entre les deux yeux. Hans chute et tombe dans l'eau, la tête précédant le corps. A noter que si la plupart des adaptations sont assez fidèles aux événements, même si Hans atterrit généralement d'abord par les pieds parce qu'un tel plongeon serait dangereux pour le cascadeur, certaines, comme la version Disney de 2002, la version états-unienne de 1973 et la version soviétique de 1988, que je vous conseille parce qu'elle est très singulière, ont choisi de faire chuter autrement Hans, probablement parce que montrer un jeune garçon tuant quelqu'un par arme à feu, même involontairement, c'était bien, mais pas top. Même si au final, dans la version spatiale, Jim tue volontairement Scroop, acte appuyé par son propos. Va le saluer toi-même! D'ailleurs, je dis chuter, mais comme dit tantôt, il s'envole plutôt vers d'autres cieux. Ce sont des éléments comme celui-ci, ainsi que d'autres scènes le montrant clairement inférieur à Silver, contrairement à Salouk vis-à-vis de Cassim par exemple, qui rendent ce méchant finalement moins marquant que sa contrepartie du roman, alors qu'il possède bien plus de scènes qui le mettent en avant. Il est inconstant, étant parfois direct et d'autres fois sadique selon les besoins du scénario, et sert principalement à faire briller Silver. Je pense que c'est pour cela qu'il est relativement laissé de côté si l'on doit penser à une liste de méchants de chaque film. On pourrait dire aussi que c'est parce qu'il meurt relativement tôt dans l'histoire, mais ce n'est pas un cas si rare dans les Disney qu'une intrigue continue après la disparition du grand méchant. Mais vous savez ce qui m'a définitivement convaincu de le placer comme antagoniste principal du film? Le revisionnage récent de cette cassette, qui possède à la fin un clip, celui de la chanson I'm Still There de John Reznick. Le clip, franchement sympa visuellement, ne fait pas beaucoup d'allusions au film d'animation, surtout au début, mais vers la fin, lors du climax, le personnage est poursuivi par une forme sombre, la silhouette de Scroop. Je vous souhaite une bonne journée et une excellente nuit, parce que j'avais envie de le faire. 15 men on a dead man's chest. Yo ho ho and a bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest. Yo ho ho and a bottle of rum. The mate was fixed by a boatswain's pike. The bosun brained by a marlin spike. And Cookie's throat was marked alike. Clutched by fingers 10. And there they lay at the break of day, all good dead men.